Ce reportage inédit donne la parole aux adhérents, des Gueules Cassées et de l'Union des blessés de la face et de la tête, UBFT, qui témoignent des problèmes accablants de gouvernance au sein de leur association. Fondée en 1921 par Albert Jugon, Bien-Aimé Jourdain et le colonel Picot, l'association a été créée pour venir en aide à leurs camarades atrocement défigurés au cours de la Première Guerre mondiale, avec des valeurs nobles et essentielles. Cependant, des dérives telles que les restrictions budgétaires, le manque de clarté et de lisibilité, ainsi que la centralisation du pouvoir viennent meurtrir les blessés qu'elle est censée soutenir. Ces lanceurs d'alerte, véritables vigies, partagent leurs expériences et témoignages pour rappeler les fondamentaux et les valeurs de l'association. Plongez dans leurs récits poignants et découvrez comment ils luttent pour redonner à l'association son éclat d'antan tout en embrassant la modernité. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aux Ondes Clandestines. Je suis en compagnie de Michel Ney qui va nous témoigner de son expérience de blessé de guerre au sein de l'emblématique association des Gueules Cassées. C'est un plaisir, Michel, de vous recevoir. Oui, bonjour. Alors, vous allez nous parler Gueules Cassées, vous allez nous parler blessure. Quelle a été l'origine de votre blessure, Michel ? C'était en 1973 au Tchad. J'ai subi une agression, j'ai eu un trauma crânien dont les conséquences ont été énormes. J'ai perdu mes aptitudes médicales de pilote d'avion et d'hélicoptère, et n'ayant plus d'aptitudes dans mes brevets, je ne pouvais pas non plus Vous ne pouviez pas non plus vous présenter au concours d'officier. Oui, c'est ça. J'ai eu d'énormes difficultés à retrouver une spécialisation dans l'armée. Après 9 mois d'attente, l'état-major m'a proposé de faire une formation de navigateur de transport par dérogation aux normes médicales. J'ai été très marqué par cette période où j'avais tout perdu, où mon avenir était incertain, et tout cela pour des raisons simplement médico-administratives. Alors, on a bien compris l'origine de votre blessure. Juste une question, vous êtes militaire, en fait, vous avez quel grade en fait dans l'armée ? J'ai terminé commandant dans un escadron des forces spéciales. Donc vous avez été blessé au Tchad, donc c'est bien ça. S'ensuit en fait une lente période un peu d'enfer finalement. Oui, mais il y avait une grande incertitude. Parlez-moi de votre engagement aux Gueules Cassées. Cet engagement est en corrélation directe avec l'agression de 1973 pour les conséquences qu'elle a entraînées. Il voulait que soient épargnées ces tracasseries administratives aux blessés en les aidant à faire respecter leurs droits, à savoir les pensions d'invalidité et leurs recours, l'arrêté Brugnot, le fonds de prévoyance, que soient appliqués leurs droits vis-à-vis des assurances. Qu'est-ce que c'est l'arrêté Brugnot ? C'est-à-dire que la pension d'invalidité compense l'infirmité et compense tout ce que le blessé a perdu dans la vie. Comment est-ce que vous avez connu à présent les Gueules Cassées ? Mon grand-père, à la guerre 14-18, a été blessé. Mon père également, à la Seconde Guerre mondiale, a été blessé à la tête. Et donc, tout petit, j'ai rencontré les blessés de la Grande Guerre au domaine du Coudon. Leur visage était déformé, mais ça n'avait aucune importance. C'était normal. Je vivais dans un contexte, il y avait un esprit de fraternité, de franche camaraderie, qu'on ne retrouve pas toujours aujourd'hui, non pas au niveau du blessé, mais au niveau du siège. C'est dû à une approche plus standardisée, moins humaine, moins centrée sur les difficultés réelles de la personne blessée, plus technocratique. On passe à côté de l'essentiel qui est l'adaptation aux besoins et difficultés de chaque personne, ce qui est primordial pour qu'elle se rétablisse. On a bien compris en fait que l'accompagnement et le soin en fait apporté aux blessés de guerre est dans votre préoccupation numéro 1. Qu'avez-vous vécu vous comme grand changement par rapport à l'ancienne façon de gérer les choses aux Gueules Cassées et la nouvelle façon ? Il y a 2 événements principaux qui ont modifié les relations entre les adhérents et le siège. La plus importante est le fait que les blessures psychologiques rentrent à présent dans le cadre des admissions. 75% des nouvelles admissions sont actuellement des blessés psychologiques, c'est-à-dire des syndromes post-traumatiques. 20% ont des blessures SPT et physiques. Au total, 95% des nouveaux adhérents ont des blessures psychologiques. La deuxième raison est que nous acceptons actuellement au sein des Gueules Cassées toutes les personnes qui ont été blessées en service, c'est-à-dire sous un ordre de mission. Donc, nous accueillons en plus des militaires, les policiers, les douaniers, les gardiens de prison
et les pompiers. Donc on a bien compris en fait qu'il y a 2 types de blessures. Il y a des blessures physiques en fait qui sont terribles, mais des blessures psychologiques qui le sont tout autant et qui sont parfois mis, à mal en fait dans le soin en fait, qui leur est apporté. Est-ce que sur ces blessures, psychologiques en fait, parce qu'on ne les voit pas en plus, c'est des blessures, sourdes, invisibles, il y en a de plus en plus dans l'armée, j'imagine. Donc, quels sont les faits, en fait, que vous reprochez à l'association? Oui, il y en a de plus en plus, comme je vous l'ai dit précédemment, 95 des blessures psychologiques dans les nouvelles admissions, hein, chez Mmh. Mmh. donc il faut absolument les prendre en compte. Et alors le reproche principal est que je m'occupe beaucoup plus des blessés psychologiques que des blessés physiques. D'après le siège, il ne doit pas y avoir de différence entre ces 2 blessures. Or, d'une manière générale, un blessé psychologique doit davantage être épaulé, car on ne peut en aucun cas gérer seuls les blessés administratifs, du fait de troubles cognitifs. Le blessé psychologique a souvent honte de sa blessure et ne prend pas contact. De ce fait, il perd ses droits et nous devons être là pour compenser ce handicap. Auparavant, le délégué régional ou départemental attendait que le nouvel adhérent le contacte. À présent, la situation exige que ce soit l'inverse. Alors, comme le mentionne le général Doudan, et les membres du conseil d'administration sont restés au niveau de la blessure maxillofaciale et ne prennent pas en compte leur forme de blessure psychologique avec ses spécificités, ce qui conduira, si on ne réagit pas, à une disparition de cette belle association dans le temps. Alors, vous ne vous arrêtez pas sur, l'énoncé de simple anomalie, mais vous avez dû déposer plainte également? Oui, j'ai déposé 3 plaintes. Une pour diffamation suite à l'accusation d'exercice illégal de la médecine, une autre pour un harcèlement que j'ai subi depuis plus de 2 ans et une troisième pour l'envoi d'une lettre anonyme adressée à tous les délégués de France et certains porte-drapeaux en détournant mon courrier personnel, et cela dans le cadre d'une élection pour le renouvellement d'un tiers du conseil d'administration à laquelle je me suis présenté. Les résultats du vote ont bien évidemment été entachés par ces agissements délictueux. Si vous voulez de plus amples explications, il faudra prendre contact avec mon avocat. J'ai été contacté aussi devant le conseil d'administration. Les arguments que j'ai évoqués pour ma défense et les preuves que j'ai apportées ont mis à bas les diffamations dont j'étais victime ainsi que les allégations mensongères. Personne lors de l'entretien m'a contredit et pourtant le CA n'a tenu compte de rien et m'a destitué de mes fonctions contre l'avis de la majorité des blessés de ma région, enfin de la région que je gérais. Quant à la troisième plainte, son auteur a été reconnu pour cet acte condamnable et contre l'honneur. Or, il siège toujours au conseil d'administration. Il a sa chambre en permanence au gueule cassée, en dehors de tout problème d'éthique. Je ne suis pas un cas particulier, hein. D'autres adhérents de régions différentes se plaignent des mêmes personnes. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas, à vous faire entendre par le conseil d'administration? Les raisons sont multiples. Rien ne transparaît sur ce qui se passe au plus haut niveau des gueules cassées. Par exemple, les adhérents demandent des comptes rendus du conseil d'administration. Ils ne les reçoit jamais. On demande la liste des votants suite aux élections. On ne les obtient pas. Une sorte d'omerta a été mise en place. Les nouveaux membres du conseil d'administration sont cooptés et se joignent entre eux de ce fait. Ils sont redevables vis-à-vis des personnes qui les ont choisis et votent dans leur sens. Rien ne bouge et rien ne peut changer. Le Mmh. siège décide de tout sans prendre l'avis des délégués qui, eux, sont en contact direct avec les blessés. Le siège prend des mesures impopulaires qui ne sont pas en phase avec la réalité. Les blessés ne sont pas tous des officiers supérieurs et certains blessés côtoient la misère sociale en plus de la détresse psychologique. Alors, si on résume bien, en fait, sur les plaintes, en fait, déposées au gueule cassée, il y a la diffamation, Oui, il y a la diffamation, il y a donc 2 autres plaintes que vous allez m'énoncer. le harcèlement et l'envoi de lettres anonymes avec mon courrier personnel. Est-ce que c'est tout ce que vous avez à déclarer ou il y a d'autres faits, en off? Vous me disiez à vouloir dire une phrase que vous disiez sur l'association, sur le devenir, qui était intéressante. Actuellement,
on peut voir une dérive de l'esprit initial des gueules cassées. Or, Oui. cette belle association doit impérativement retrouver ses fondamentaux d'origine. Et que c'est quelque chose d'essentiel. Très bien. Est-ce que vous voulez avoir le mot de la fin? En fait, je vous laisse dire ce que vous souhaitez dire. Disons que la chose importante est de voir qu'il y a énormément de blessés qui ne sont pas satisfaits. Et il y aura d'autres réactions, je pense. Stéphane, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de te recevoir. Dans un premier temps, le cadre de ta blessure, en fait, est-ce que tu peux nous dire les circonstances dans lesquelles tu as eu ce traumatisme? Ma dernière affectation était au commando parachutiste de l'air numéro 10 des forces spéciales. J'ai subi des événements traumatiques de haute intensité en 2011 lors d'une opération extérieure au Tchad. Pour situer un peu, je coopérais avec le commandement des opérations spéciales pour la période de l'opération Harmattan. Mhm. J'avais l'impression que c'était OK, que j'avais la baraka, que tout glissait sur moi. Ça n'est pas donc immédiat, c'est que 4 ans plus tard, en fait, tu as été confronté au drame. Oui, tout à fait, puisque avec le drame d'Albacete et la perte de nombreux camarades. Et enfin, en 2022, j'ai été pris en charge par le service de santé des armées. Alors, il faut croire que l'idée de perte humaine inutile m'était devenue insupportable. Tous tes idéaux, en fait, s'écroulent ce jour-là, ce jour du drame, mais tu as connu, en fait, les gueules cassées après. Ouais, j'ai connu les gueules cassées lors de mon hospitalisation grâce au très bon travail, je souligne, d'un major de la cellule des blessés de guerre, qui étaient des invalides. Alors, ce dernier pratiquait un suivi de proximité, de terrain. Surtout, il m'a confié pour les blessés SPT, syndrome post-traumatique, et le phénomène d'isolement qui va avec la pathologie. Donc, moi, j'étais perdu, hein, mon monde venait de s'écrouler, le deuil professionnel, le deuil de moi-même, enfin, tout ce qui va avec le SPT. Donc, voilà, militairement, je suis revenu aux fondamentaux, j'ai noté toutes ces recommandations, et puis, enfin, étape par étape, hein, Ouais. sans savoir où j'allais, et surtout administrativement parlant, quoi. Donc, pour l'anecdote, hein, de mémoire, j'ai su qu'il avait été obligé d'accepter une mutation sur Paris. A fortiori, sa méthodologie, elle ne convenait plus à ses collègues et aux étages supérieurs. Ça, c'est pour l'anecdote. Ainsi, j'ai contacté Monsieur Ney, les gueules Michel cassées, Lenné, que ouais. je ne connaissais pas jusque-là. Et j'ai vite compris où était la lumière au bout du tunnel. Alors, à présent, quels ont été tes rapports avec ton délégué, en fait, et que t'a-t-il apporté? Avec Monsieur Michel Ney, mon délégué régional donc des gueules cassées, le parcours du combattant administratif a pris un sens cohérent avec des objectifs atteignables. J'aurais jamais imaginé avoir la chance une deuxième fois finalement de tomber sur une personne aussi bien disposée et en compréhension à l'égard des blessés atteints de SPT comme moi. Donc là, mon dossier il a été pris en main avec pédagogie, bienveillance et une rigueur plus qu'exemplaire. Donc certains torts que l'administration avait déjà semés ont été débusqués par mon délégué régional, permis avec le concours de la cellule juridique de l'association de défendre mes droits, de les rétablir et me faire entendre pour d'autres camarades du CPA 10, lésés eux aussi un peu sur la même forme. Donc j'ai repris confiance dans mes capacités à surmonter les obstacles. Mmh. Et Monsieur Ney me permet d'avancer dans les méandres administratifs à pas de géant, hein. Donc cela contribue fortement à reprendre confiance et optimiser ma démarche de reconstruction. Donc, on a très bien compris, le sens, de ta démarche, le sens aussi du soutien, que t'a apporté, en fait, Michel Ney. Quel est ton ressenti par rapport au siège des Gueules Cassées, en fait? L'association des gueules cassées m'a déjà beaucoup aidé au travers de l'action de mon délégué régional et du service juridique qu'il a sollicité pour moi. Mmh. Quand j'ai pris connaissance de l'injustice et la cabale dont Monsieur Ney était la cible, je me suis senti atteint dans ma chair. Comment un homme à la retraite, bénévole,
totalement dévoué à la cause des blessés pouvait être traité de la sorte? Je me pose encore la question. Surtout en considérant ses résultats sur le terrain, son investissement sans faille et puis juste sa personne. Bah, moi, il m'est apparu inacceptable de ne pas soutenir un frère d'armes de cette qualité, d'autant plus qu'il est, après tout, lui aussi, un blessé de guerre. Ouais. Donc, après que nos courriers de soutien soient restés lettres mortes, hein, avec des pétitions aussi, enfin bon, avec une camarade, nous avons proposé à Monsieur Ney de l'accompagner au siège pour son audition. Nous pensions innocemment incarner le sens de son action et être ses témoins de moralité, de probité, d'intégrité. Alors, confiant dans cette première visite au Saint-Siège et porte-parole des camarades de la région Centre, ben, c'est avec une forte détermination et une soif de justice que nous accompagnons ce jour-là pour son audition Monsieur Ney. Quelle surprise de constater le traitement qui nous avait été réservé, parce qu'en réalité, notre parole n'a pas pu se libérer. Nous avons attendu sur le palier de l'escalier l'exécution de notre délégué, hein, clairement. Notre avis n'était pas désiré ni souhaité. Oui, vous Et n'avez pas été considéré en fait vraiment lors de cet événement en fait qui visait à recueillir votre témoignage, c'est ça? c'est ça, ben, on a été sur le banc de touche, hein, c'est-à-dire que limite, enfin les salutations très très modestes, hein. Bref, on a compris à ce moment-là que nous n'étions pas forcément les bienvenus, hein, pour l'occasion dans la maison des blessés, et on a plutôt eu le sentiment que des intérêts supérieurs manœuvraient aveuglément pour la destitution abusive de notre délégué. Donc là, ben, un goût amer d'injustice et d'incompréhension s'est installé, hein, dès lors, hein. Mmh. En conclusion, en fait, qu'est-ce que vous allez nous dire, concernant, votre ressenti sur les gueules cassées, le traitement de cette réclamation et les attendus, en fait, par rapport à votre démarche? Bah, moi, au vu des éléments, j'en conclus que Monsieur Ney était en avance sur son temps au niveau de la compréhension du SPT et des nouvelles mesures à prendre. C'est un délégué régional qui a compris les enjeux d'accompagnement de l'humain autour de la pathologie SPT. Il a été destitué au lieu de servir d'exemple aux autres délégués. Donc, pour moi, ben, cette grande association qui est les Gueules Cassées, elle doit rapidement réaliser son audit interne et se repositionner vis-à-vis des blessures psychologiques du métier des armes. Voilà. Je te remercie, en fait, pour ton témoignage et te dis à très bientôt. Au revoir. Merci. Passons à présent à Vanessa Lefebvre. Salut Aurélien. Je suis ravi, en fait, de te rencontrer aujourd'hui. En fait, tu viens nous parler du cadre de ta blessure, une blessure violente que tu as eue, quand tu étais à l'époque policière. Bah, écoute, je te remercie déjà de nous donner la parole à nous, en tant que blessés, et puis de pouvoir s'exprimer sur ce sujet-là. Donc, au moment des faits, j'étais policière dans l'Essonne, donc comme tu expliquais. J'étais en brigade anticriminalité de nuit. Donc, on travaillait sur tout le département de l'Essonne, on faisait du renfort aux collègues en difficulté. Très, très Du chaud, coup, très, très chaud. oui, c'était un service quand même assez voilà, c'est sélectionné, où fallait participer à des épreuves pour pouvoir accéder à ce service. Enfin, c'était quand même des épreuves physiques, des C'était une épreuves vocation chez toi, en fait, le fait d'être, policière? alors une vocation d'aider l'autre, ça c'est sûr, parce qu'à la base, je voulais faire de l'humanitaire. Mes parents n'avaient pas les moyens pour me payer mon billet d'avion pour aller en Afrique aider, voilà, tous les gens que je pouvais aider. Donc je suis rentrée dans l'armée. Oui. J'ai été major de promotion dans l'armée, donc j'étais vraiment motivée par le sujet aussi. Ah oui. Sauf que je me suis très vite ennuyée, dans l'armée, et j'avais signé un contrat de 5 ans. C'était à l'époque les contrats, de VAT, d'engagé de volontaire de l'armée de terre, et j'avais 6 mois pour partir, voilà, sans aucun souci. Donc j'ai résilié mon contrat au bout de 5 mois et 18 jours. J'ai ensuite passé le concours de police, et là, du coup, je me suis dit: «Bon, bah, je vais aider les gens autrement», en étant policière, et ça a bien fonctionné. Donc là, tu as expérimenté, en fait, le métier de policier, en fait, jusqu'en 2012 où là, alors, tu avais 10 ans de carrière C'est ça. Mmh. et c'est à ce moment-là, en fait, que tu vas nous raconter la suite? Oui, parce que effectivement, ma blessure physique 2012, ma blessure psychologique 2017. Donc j'ai repris quand même le service 5 ans après les faits, Mmh. mais 5 ans où finalement, ça alourdit ma pathologie. Qu'est-ce qui Pour s'est t'expliquer, passé alors, du coup? voilà, pour t'expliquer les faits, donc on intervenait dans une cité sensible, hein, qui s'appelle la Grande Borne à Grigny. On entend souvent parler de cette cité, dans les Ouais. médias.
Les pompiers intervenaient pour un différend familial, donc notre but, nous, c'était de les sécuriser, parce que même les pompiers se faisaient attaquer régulièrement. Donc le but, c'était d'y aller et de sécuriser les lieux pour qu'ils puissent intervenir, eux, en toute sécurité. Donc l'intervention s'est bien passée. Au moment où on a regagné nos véhicules, le parc auto, parce qu'on mettait les voitures à l'extérieur pour éviter de se faire casser les vitres, etc. Au moment où on a regagné nos véhicules, là, on a entendu une foule arriver sur nous, une cinquantaine de jeunes, en fait, capuchés, cagoulés, avec des caddies remplis de cocktails Molotov, de pierres, etc. Et puis, mais ça a été très vite, on s'est regroupés, on n'était pas nombreux, nous. Donc on s'est regroupés, on a mis nos boucliers, on a essayé de faire se protéger comme on pouvait. Et puis, ben moi, j'ai reçu voilà, ces deux détonations que j'ai pas tout de suite entendues d'un fusil à pompe. Et 2 j'ai blasts, en fait, d'un fusil à pompe. C'est exactement. extrêmement violent, extrêmement choquant, Mmh. Ouais. extrêmement puissant, en fait, comme arme à feu. Ah bah oui, 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 Et heureusement que les tireurs étaient isolés assez loin, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je pourrais plus, voilà, m'exprimer du sur coup, tout tu as ça. été transporté, j'imagine, directement à l'hôpital? Oui, alors je dis que sur place, j'ai pas tout de suite compris ce qui se passait. C'est là où on se rend compte que le psychologique prend vraiment le dessus, et d'où la pathologie de SPT très très lourde. Alors la douleur psychologique 5 ans plus tard, mais la douleur physique, elle est arrivée peut-être 2-3 minutes après les faits apparemment. D'après Bien des sûr. collègues, Mmh. ouais, j'étais complètement dans l'effet tunnel de l'intervention. Et puis bah oui, les collègues quand ils m'ont vu le visage ensanglanté, et quand j'ai compris, quand j'ai enfin eu le goût de sang dans la bouche, une gêne pour respirer, etc. Bah, j'ai compris que j'avais été touchée. Donc mon corps je me suis effondrée. Et de là, ils m'ont sorti du rang comme ils pouvaient, parce que c'était vraiment, c'est des états de guerre civile, hein, pour Bien que les gens sûr. se rendent compte de tout ça. Et donc là, j'ai été emmenée par les pompiers et voilà, quoi, ça a été, Et j'ai été donc ça, opérée c'est de la thorax. partie, physique, opération chirurgicale, en fait, Mmh. donc on t'a opéré, en fait et on va passer les détails peut-être de l'opération. Mais par contre, ce qui a de l'intérêt, c'est surtout sur le plan psychologique où là, au début, en fait, tu as minimisé les faits, finalement. Complètement. Il fallait minimiser, je pense, maintenant avec le recul, hein, parce qu'on était quand même, enfin, de toute façon, que ce soit dans une unité spécialisée ou même la police, tout court, hein, le service général, on n'a pas le choix de faiblir, finalement. Il y a que toi qui as été blessé, en fait, ce soir-là? Non, un collègue aussi à moi avait été blessé, avait reçu un D'accord. impact lui, à ce niveau-là, donc au-dessus de la lèvre. Ça lui avait coupé le filet, juste au-dessus de la lèvre. Mais c'est un collègue qui maintenant travaille en BRI. Oui, il a tenu, lui pour le coup, il a Il a tenu bon. tenu le choc. Ouais. Ouais, ça lui a pas, voilà, porté préjudice. Jusqu'à aujourd'hui, je touche du bois pour lui, mais bon, pour l'instant, il est toujours en service. Donc on Mmh. était 2, voilà, à avoir été touchés, Et puis ensuite, 5 ans plus tard, finalement, se mmh, déclare le syndrome post-traumatique, en fait. C'est mmh, un syndrome, en fait, qu'on parle peu, qu'on complètement. connaît mal et en Mmh, France, en fait, il est pas hyper reconnu, finalement. En fait, il y a beaucoup de ouais, mmh. travailleurs sociaux et psychologiques qui sont à la tâche, pour, le soigner, en fait, ce traumatisme. Mais finalement, est-ce que tu de Mais ce oui, syndrome? moi, ça s'est déclenché, si tu veux, en ayant des actes d'énergie, fulgurantes. Dès que j'arrive au service, j'ai des jambes qui ne voulaient plus avancer. J'ai vraiment eu beaucoup de mal à comprendre tout de suite ce qui se passait. Et pour te dire, le terme stress post-traumatique, je n'en avais jamais entendu parler. Donc effectivement, c'est pas connu en France, c'est pas reconnu. Il y a encore beaucoup de policiers qui Mmh. comprennent pas ce que c'est, qui n'en ont pas entendu parler. Et donc, j'ai fait plusieurs examens médicaux et il s'avérait que j'avais rien. Ben voilà, c'était, dès que je sortais du commissariat, ça allait beaucoup mieux. Jusqu'au jour où j'ai fait une séance de tir avec un moniteur qui m'a pas trop reconnue dans la pratique, qui m'expliquait qui me trouvait, assez, mon comportement était assez étrange. Je tournais la tête au lieu de regarder la cible. Enfin, et je lui ai expliqué qu'effectivement, en ce moment, ça allait pas trop fort, que je comprenais pas trop ce qui se passait, et il me dit: «Mais c'est pas toi qui t'étais fait tirer dessus il y a quelques années?» Bah, j'ai dit: «Oui, oui, c'est moi». Il me dit: «Bah, je pense que tu devrais aller consulter parce que là, tu es en train de faire un stress post-traumatique». Et c'est là où ça a commencé à Et mmh. comment tu as connu, en fait, les gueules cassées, après coup? Alors oui, alors par le biais d'une amie, voilà, qui m'a présenté une personne, comme étant une militaire, en fait, voilà, qui était adjudant-chef, en tant que parachutiste, infirmière. Et donc on a vraiment eu tout de suite beaucoup de sympathie l'une envers l'autre, beaucoup de points communs. Et donc cette personne m'a dit: «Bah, tu sais, je pense que ton parcours», parce qu'à cette époque-là, j'avais du mal à faire reconnaître à l'administration mon stress post-traumatique. Mmh. Voilà, c'était, comme tu Il est disais. reconnu actuellement, maintenant? Bah, écoute, je sais pas, Pas le vraiment. barème, c'est 30. C'est-à-dire que déjà le barème est pas forcément, les Adapté. pathologies, Il est pas adapté, ouais, en je fait. pense qu'il est pas adapté et on n'a pas, voilà, les consciences ont encore, besoin d'évoluer par rapport à ça. Et c'est à ce moment-là que tu rencontres, aussi, Michel Ney? Michel Tout à Ney, fait, en mon fait, délégué, ouais. Alors pour la délégué. petite histoire, j'ai pas donc, mon ami m'a donné les coordonnées de cette personne qui était, voilà, qui était le délégué. Et je l'ai pas appelé parce que
on est vraiment isolé quand c'est comme ça. On n'ose plus appeler ses propres collègues, on n'ose plus trop parler de ça à la famille. On est vraiment isolé dans la pathologie. Et ben, heureusement, c'est Michel qui m'a contacté. C'est lui qui a insisté de son côté. Il m'a proposé de venir à la maison. Je n'y ai pas trop cru. Je me suis dit que ça servirait certainement à rien. Et au final, à ce jour, ça a complètement changé ma vie, finalement. Parle-nous justement de tes rapports avec ton délégué, avec Michel Ney. Ben, Michel, c'est une personne juste incroyable qui donne tellement de son temps qu'on se demande combien de journées il a, lui, voilà, par jour, parce que on se demande, voilà, s'il dort un petit peu, il a été comme il est, hein, de toute façon, voilà, on a toujours des contacts, donc il est toujours, voilà, c'est un phare dans la nuit. Ça, c'est ce qu'on lui avait expliqué, enfin, c'est ce que je lui avais dit, et ce que beaucoup de blessés ont trouvé aussi, c'est que Michel, on l'a appelé dans des situations catastrophiques. Moi-même personnellement, hein, je l'ai eu en pleurs au téléphone, il a toujours été là, il m'a toujours soutenu, aidé, accompagné, et surtout encouragé à pas baisser les bras, parce que la lourdeur de la procédure administrative, tout en étant malade, c'est compliqué. Donc voilà, il est super. Il a mis en place des groupes de parole dans le département, enfin dans la région même, des groupes de parole où on se retrouve entre policiers, pompiers et militaires, donc tous avec cette pathologie de syndrome de stress post-traumatique, et ça nous aide mais énormément. Sauf que depuis qu'il a été évincé de l'Union des blessés de la face et de la tête, hein, des gueules cassées, ben, on se retrouve complètement isolé, orphelin. Alors là, on va y venir justement, en fait, ton Oui. ressenti par rapport au siège, par rapport à l'administration en place des gueules cassées, quelle est-elle? Bah, quelle était, nous, moi je la connais pas depuis très longtemps, ça fait 2 ans finalement, puis j'en avais très brièvement entendu parler à l'époque. Elle a vraiment, c'est une institution, enfin, une fondation, une association qui soutenait beaucoup les blessés. À ce jour, on sait toujours pas pourquoi Michel nous a été retiré, hein, c'est vraiment ça, on nous l'a arraché de notre parcours de reconstruction. Voilà, on sait pas, on sait pas ce qui se passe. Il a On été évincé, en fait, Oui, de sans l'association, raison, sans sans raison, raison. ouais. On a voulu nous témoigner, alors un collègue et moi-même, on s'est proposé auprès de Michel pour aller témoigner auprès des administrateurs, pour vraiment leur faire comprendre la nécessité de sa fonction, et puis des Mmh. faits calomnieux qui lui étaient reprochés, en fait, hein. Et donc, on n'a pas été reçus à Paris. Michel avait prévenu notre arrivée. Et ce jour-là, finalement, on a attendu dans le couloir. C'est pareil, en tant que blessé, c'est pas évident de monter sur Paris, de se faire voilà, auditionner en quelque sorte, parce qu'on est face un peu à une assemblée. Donc, on s'était préparé psychologiquement à Sous ça. sous Et au sous final, prétexte sous prétexte, en fait, que vous étiez, trop ouais, fragile psychologiquement pour témoigner. ouais, exactement, ouais. Ouais, Alors, surprenant. certains de ce comité sont eux-mêmes, voilà, sont eux-mêmes blessés. Donc, Mmh. si c'était, je pense que quand on se porte volontaire pour Enfin, tout euh, le monde est fragile psychologiquement quand on est, finalement aux bah, gueules bien cassées sûr. un peu, Bah, exactement. C'est à un ce peu à ce niveau-là. la genèse de cette association, c'était ça. C'était créer Ouais, vraiment quelque chose pour les blessés. Donc, c'est vrai. Et ouais. donc, Michel Ney, c'est un délégué, que tu qualifies, en or, Exemplaire, ouais, ouais, il est vraiment. Si qui toutes les régions avaient un délégué comme lui, je pense qu'il y aurait beaucoup de vies sauvées, parce qu'on ne parle pas non plus assez des suicides, de ce qui découle d'une blessure. Comme tu expliquais tout à l'heure, moi, mon métier, c'était toute ma vie. Donc, c'est ouais. compliqué, en fait. Tu te retrouves à gérer cette maladie, et puis de ne pas être compris par la population déjà, parce que c'est vraiment très peu expliqué. Et quand tu as des personnes comme lui vraiment qui te redonnent l'envie, qui te, qui te redonnent espoir, qui te font mettre en contact avec des gens qui ont vécu la même chose qui est vraiment très rare en fait, même dans le milieu police, on parle vraiment pas du SPT, on parle de rien en fait, hein, quand il y a des grosses interventions, Mmh. chacun a un peu son ego, Mmh. voilà, son ego tout ouais, propre, et puis on préfère pas en parler. Donc là, on a vraiment avec Michel eu l'occasion de vraiment libérer la parole, et c'est ce qui est le plus important, et c'est ce qu'on nous a enlevé. C'est ce que les gueules cassées nous ont enlevé récemment. Est-ce que tu peux conclure Bah, pourquoi je suis là pour témoigner? Parce que c'est pas une épreuve simple, c'est vraiment compliqué de la vivre. Donc l'idée, c'est quand même de montrer à tout le monde ce qu'il en est. Ce que j'aimerais, c'est qu'on nous redonne en quelque sorte un notre délégué, qu'on nous redonne cet appui, cette béquille qu'on avait au quotidien et qui était vraiment incroyable. Je pense vraiment qu'il y a certains administrateurs qui ont une prise sur d'autres, et on arrive dans ce cercle où finalement nous les blessés, on s'y reconnaît plus du tout, parce on se sent pas entendu. Enfin, déjà, on n'a pas voulu nous entendre pour se déplacer, mais encore maintenant au quotidien, on se retrouve depuis le mois de juin sans délégué.
on est complètement paumé, il y a plus d'aide, il y a plus de soutien. Mmh. Donc ce qu'on voudrait, nous, c'est retrouver un délégué et puis surtout, bah, pas oublier, comme je disais tout à l'heure, la jeunesse, quoi. On est là pour aider et je pense qu'il est important de pas l'oublier, quoi. On est là Bah, que pour vos s'aider, dolé que vos doléances, en fait, soient écoutées et entendues, c'est acté. Merci, en fait, Vanessa, d'avoir témoigné. Pour des raisons de confidentialité, la personne suivante sera floutée. Merci de votre compréhension. Bonjour, Aurélien. Je suis ravi, en fait, de vous recevoir aujourd'hui aux Ondes clandestines. Quelle est l'origine de votre blessure, votre traumatisme? Me concernant, c'était en 1996 en métropole, Oui, lors d'une séance d'entraînement dans laquelle nous mettions en œuvre des explosifs. Charge a explosé accidentellement à proximité et j'ai subi un traumatisme sonore bilatéral. S'en est suivi une baisse sensible de mon audition pour laquelle j'ai dû me faire appareiller quelques années plus tard. très bien. Comment est-ce que vous avez connu, les gueules cassées? Eh bien, c'est par rapport à ma blessure aux oreilles. À l'approche de la retraite, un camarade militaire m'a conseillé d'adhérer à l'association des gueules cassées. Après m'être renseigné sur l'historique remarquable de cette association, j'ai postulé pour une adhésion et comme je pensais disposer de temps libre à la retraite, pourquoi ne pas aller plus loin en me rendant utile dans une association œuvrant pour les blessés? Parlez-moi à présent de votre engagement aux gueules cassées, un engagement fort. Bon, mon adhésion étant acceptée, j'ai rencontré Michel Ney, qui était délégué régional du Centre Val-de-Loire, Mmh. et j'ai reconnu en lui une personne dévouée, désintéressée, d'une grande disponibilité de par sa manière d'aborder son rôle, et j'ai pensé qu'il incarnait parfaitement le bénévole que j'imaginais pour une telle association. J'ai donc postulé pour devenir délégué départemental, ce qui fut fait. Puis au fil des mois, j'ai rencontré des blessés de tous âges et de toute nature, des veuves de blessés, tous reconnaissants de l'engagement de Michel Ney. J'ai aussi eu l'occasion de rencontrer des membres du siège, dont le président sortant, qui m'a fait une remarquable impression, de par son charisme, sa vision de l'association et de l'avenir qu'il lui destinait. Il était pour moi le digne héritier des fondateurs, portait réellement les valeurs des gueules cassées. Il y a au sein de cette association des hommes et des femmes remarquables, dévoués, imprégnés de l'ADN des gueules cassées. Mais ce n'est pas le cas de tous, malheureusement, et cela met en danger l'association. Alors l'association, en fait, parlons-en. Quel en est son ADN? Cette prestigieuse association a été fondée il y a plus de 100 ans, à la suite de la Première Guerre mondiale, par ceux qui l'ont faite, par ceux qui en sont revenus et qui sont revenus meurtris dans leur chair et dans leur âme. C'était les gueules cassées, le nom parle de lui-même. Cette magistrale idée de créer la loterie nationale, non pas pour s'enrichir, mais dans le but de fournir les moyens d'obtenir des soins, de redonner espoir et dignité à ces écorchés vifs, pour la plupart ignorés du monde, qui ne voulaient plus se souvenir du visage de la guerre. Puis l'association a évolué avec les années. Une longue cohorte de blessés leur a succédé, ceux de la Seconde Guerre mondiale, ceux des guerres d'Indochine et d'Algérie, puis aujourd'hui ceux des OPEX. Il faut également souligner que d'autres blessés les ont rejoints. Il s'agit de tous ceux qui mettent en danger leur intégrité physique et psychique dans le cadre de la défense et de la sécurité publique. Je parle ici des douaniers, des pompiers, des policiers et des personnels pénitentiaires. Peu importe l'origine du blessé, peu importe la blessure, seul l'ADN des gueules cassées, fondé sur la bienveillance, l'altruisme, l'impartialité, l'humilité, l'empathie et toutes ces qualités qui représentent les premières pierres de l'édifice posé il y a un siècle par les trois fondateurs. Aujourd'hui, c'est cet ADN qui est menacé. Comment est-ce que vous expliquez cela? Cette association, elle est basée sur les qualités que je vous ai citées précédemment. Le règlement intérieur était à leur image, je parle des anciens, il était Mmh. transparent. À la tête de l'UBFT, nous trouvons un président élu par le conseil d'administration, dont les membres, ils sont 18 actuellement, sont renouvelés tous les 3 ans à raison d'un tiers. Ils sont élus par les adhérents un jour de leur cotisation, mais certains, par exemple, en cas de démission en cours de mandat, peuvent être cooptés par le conseil d'administration avant d'être définitivement élus au prochain scrutin. Cela leur procure un net avantage au moment du vote par rapport aux candidats non cooptés, puisqu'ils sont déjà sélectionnés par le conseil d'administration. Nous comprenons donc que la longévité du président est assujettie à la loyauté de son conseil d'administration envers lui. À titre d'exemple, le président sortant, dont je vous ai décrit les belles qualités, Mmh. a été élu par un conseil d'administration il y a 5 ans. Cette année, il n'a pas souhaité se présenter car il n'est pas en phase avec le conseil d'administration de 2024, qui ne possède pas, à mon avis, dans sa majorité, l'ADN des gueules cassées. D'accord. Qu'est-ce qui vous fait dire que le conseil d'administration, en fait, ne possède pas l'ADN des gueules cassées, justement? Il y a plusieurs raisons à ça. La première que j'évoquerai, c'est à cause de sa partialité et de son autoritarisme. Ouais.
Je ne reviendrai pas sur l'affaire de Michel Ney qui illustre parfaitement mes dires. C'est un véritable scandale, la preuve d'un dysfonctionnement total de la gouvernance de cette association et un véritable gâchis en même temps. En effet, non seulement Michel Ney a été démis de ses fonctions sans la moindre raison valable, sinon l'acharnement contre lui d'un personnage qui est parvenu à se rendre incontournable au sein du siège, mais le siège n'a pas été en mesure de le remplacer. Et les blessés de 5 départements sont à l'heure actuelle sans délégué. Cela me fait dire que le conseil d'administration ne possède pas l'ADN des gueules cassées, car les petites affaires personnelles sont passées au premier plan et l'intérêt des blessés a été complètement délaissé pour cette affaire-là. Et il y a aussi les restrictions budgétaires. Oui, donc le siège décide de tout, sans prendre l'avis des délégués qui sont en contact direct avec les blessés. Le siège prend des mesures impopulaires qui ne sont pas en phase avec la réalité. Par exemple, lors des expertises, le siège a décidé que les blessés doivent participer aux frais d'expertise à hauteur de 10% et qu'une exonération exceptionnelle pourrait se faire avec l'accord du siège. La raison évoquée est que les blessés doivent se rendre compte que tout n'est pas gratuit et que certains experts sont très chers. Les blessés seraient-ils responsables des émoluments fixés par les experts? Ne serait-il pas plutôt au siège de prospecter pour trouver des experts moins-disants et de les fidéliser au lieu de faire payer les blessés? C'est absolument inouï. Alors que les fléaux de l'association font ressortir les slogans « aide sociale à ses membres »,« défense des droits » et « soutien au monde combattant ». Cette association est faite pour les blessés. Tous ne sont pas des officiers supérieurs avec des pensions de retraite et une pension d'invalidité conçue et bien suivie. Parmi eux, il y a des militaires du rang qui ont été réformés après avoir effectué très peu d'années de service, donc qui ne bénéficient pas de la jouissance d'une pension immédiate. Et ce sont aujourd'hui les plus nombreux. Juste une petite troisième chose par rapport aux dépenses, bien sûr. que je peux considérer sans intérêt primordial. Donc, la première restriction budgétaire que je vois et dont je viens de vous parler va en défaveur des blessés, alors que cette année, de l'argent est débloqué pour la première fois à hauteur de 500 € par personne pour l'achat de vêtements pour les porte-drapeaux et délégués, afin qu'ils possèdent des tenues uniformes. Cette allocation n'est pas inutile. Ce ne sont pas mes propos. Il est nécessaire pour un bénévole de disposer d'une tenue dédiée, mais elle semble malvenue si en même temps le siège prend des mesures visant à réduire les aides aux blessés. Cas de représentation et l'affichage prendrait-il le dessus sur les fondamentaux, à savoir le soutien aux blessés, alors qu'une association telle que l'UBFT a largement les moyens de faire les deux? Il faut savoir que ces mesures restrictives ont généré de grands mécontentements, y compris dans d'autres régions. Mais le siège, dans son aveuglement, n'en tient absolument pas compte, ce qui crée d'autres conflits, mais toujours avec les mêmes personnes du siège. Quelle conclusion, en fait, vous pouvez dresser de votre témoignage, en fait, et de ce que vous avez adressé aux adhérents, à l'association, et plus généralement au public en règle générale? Ma conclusion serait la suivante. L'UBFT est une prestigieuse association. Elle mérite et doit retrouver au plus tôt une gouvernance imprégnée de l'ADN de ses fondateurs, quelle que soit l'origine ou la carrière de ceux qui la composent. Passons la parole à présent à Jean-Claude Paviot. Jean-Claude Paviot est lieutenant-colonel. Il vient nous témoigner dans le cadre des Gueules Cassées. Jean-Claude, bonjour. Bonjour, monsieur. Je suis ravi en fait, de vous recevoir aux ondes clandestines. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'origine en fait, de vos blessures? J'ai eu 3 blessures qui ont été reconnues en service. La première, c'est en 86, au cours d'un saut en parachute de nuit. J'ai une fracture de la clavicule de l'épaule gauche, sans déplacement, heureusement. La deuxième, c'est le 10 avril 1988, un accident au cours d'une liaison de commandement en Centrafrique, Bangui-Boire, sur piste, qui a fait 2 morts et 4 blessés, dont moi-même. Là, j'ai traumatisme crânien, fracture de la clavicule épaule droite en baïonnette, hématome cervical, multi-hématome sur le corps et pincement vertèbre L4 et L5. Malheureusement, j'ai dû attendre plus de 5 heures les secours par hélicoptère en pleine brousse. Et enfin, la troisième, c'est en Centrafrique, au Tchad, à l'opération Épervier, au cours d'un vol à bord d'un transal pour un transport de militaires tchadiens. Là, j'ai subi une otite barométrique. Donc en fait, ce qu'on peut dire, c'est que votre traumatisme est très lourd. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les conséquences en fait de cette blessure? En ce qui concerne l'épaule gauche, j'ai des douleurs de temps en temps, mais c'est absolument rien. En revanche, le traumatisme crânien a été très important, puisque pour l'instant, j'ai quelques vertiges, énormes d'ailleurs, parce que je ne peux plus passer d'une pièce éclairée à un endroit sombre sans me tenir après les murs. Les expertises m'ont mis en exergue la possibilité de marcher en étoile ou en binôme. J'ai fait donc plusieurs demandes d'aggravation en ce qui concerne l'épaule droite, parce que raccourci de 2,5 cm, malheureusement, sans résultat. Je suis même allé jusqu'au Conseil d'État qui a statué simplement non-admission sans motif. En revanche, ce bras me gêne énormément. Je ne peux plus tapisser, je ne peux plus lever le bras à très haute hauteur, etc. En vieillissant, ça ne s'arrange pas. Je suis né en 1945.
Je comprends. Voilà. Comment est-ce que vous avez connu les gueules cassées? Les gueules cassées, je me suis rapproché d'eux pour la surdité. Parce que j'ai fait une troisième demande, une troisième relance en ce qui concerne l'aggravation. Oui. Évidemment, la Rochelle, les PMI m'ont débouté une fois de plus, malgré que je sois équipé. Et donc, eux, ils m'ont fourni une avocate qui a fait recours à 2 fois au CRI. Et maintenant, je suis au tribunal administratif de Toulouse. Et je dois vous avouer que mon dossier date du 4 juillet 2018. Vous voyez ? Comment est-ce que vous qualifieriez vos rapports avec le délégué régional? L'ancien délégué régional, les rapports étaient excellents. Parce que moi-même, je l'ai dit tout à l'heure brièvement, je suis bénévole au suivi des blessés par mon engagement depuis 2008, conseil départemental de l'ONAC-VG 31. Je suis vice-président de l'amicale de mon régiment, très investi dans le soutien des blessés. Je suis délégué départemental de la NOPEX. Le courant est rapidement passé entre nous et des échanges se sont aussitôt faits dans l'aide aux blessés, avec le concours d'une bénévole en liaison avec le délégué régional dans le domaine médical. D'ailleurs, lui-même avait été surpris que, étant, comment dirais-je, pensionné pour le traumatisme crânien depuis 89, je n'ai pas encore rejoint cette association. Passons à présent à votre ressenti, qui n'est pas vraiment un ressenti, c'est plus des faits en fait que vous alléguez en fait par rapport au siège. Oui, alors mon ressenti par rapport au siège, je suis un nouvel adhérent depuis 2020. Évidemment, au départ, je n'avais aucune idée préconçue, d'autant que j'étais soutenu lors de mes 2 recours au CRI et le tribunal administratif de Toulouse par une avocate des gueules cassées. Et la prise en charge des honoraires du médecin expert, elle s'est très bien passée en 2020. D'ailleurs, je peux vous citer la réunion qui a eu lieu en 2022, réunion régionale, dans laquelle notre délégué a été mis en exergue. On lui a mis la médaille de la jeunesse et associative. La bénévole qui était avec nous a été aussi encensée pour ce travail. On lui a remis un livre, etc. Donc on l'a plébiscité en fait. À cette époque-là. Et par contre, en 2023, le 15 novembre, au cours de la réunion régionale, 2 responsables du siège ont eu des mots inappropriés vis-à-vis des 150 blessés présents dans la salle. Dans le temps qu'ils ont humilié le délégué régional et la bénévole qui est sortie de la salle en pleurs. Elle était à côté de moi. Puis, ils s'en sont pris aux médecins experts qui étaient trop chers, qu'ils avaient des experts très performants. Quelques mois après, à la demande d'un blessé d'Occitanie, ils lui ont transmis la liste des experts recommandés par la bénévole. Alors que s'est-il passé après cette réunion? De nombreux blessés ont fait part de leur mécontentement et se sont dit choqués par les propos tenus. Certains ont écrit au président d'exercice, moi-même d'ailleurs. Une tierce personne s'est portée volontaire pour recueillir confidentialité des lettres personnelles, parmi lesquelles il y avait 2 témoignages d'assistance sociale militaire. Je confirme que chacun des auteurs, dont moi-même, ignorait l'identité des autres. C'est la condition sine qua non au départ. Le président d'exercice à l'époque nous a tous répondu individuellement. Et sa réponse n'a pas donné satisfaction. La même personne a recueilli les remarques de chacun et avec leur accord a fait une synthèse approuvée par tous et l'a envoyée accompagnée malheureusement des noms de 33 signataires confidentialité. Il est évident que nous, on ne se connaissait pas entre nous, parce que sur 50 blessés en Occitanie, on ne se connaît pas, évidemment. Bien sûr. Alors, quelle était notre réaction? C'est là que c'est important. Du coup, il a envoyé à tous les adhérents de l'Occitanie sa lettre de démission, très explicite, dans laquelle il mentionne sa convocation au siège et les propos tenus en assemblée régionale le concernant. Et là, un nouveau délégué régional a été nommé par le siège, alors que l'Occitanie n'en voulait pas. Car lui aussi était intervenu lors de la réunion régionale pour soutenir les 2 intervenants du siège. Un délégué départemental a été élu par le siège, alors que 3 candidats en Occitanie s'étaient pas portés volontaires et n'avaient reçu aucune réponse. Ils ont reçu un papier leur disant qu'il était spécifié qu'ils n'ont pas été retenus au conseil d'administration. C'est difficile à vérifier, car il est pratiquement impossible d'obtenir du siège les différents procès-verbaux. Alors ces fameux délégués, moi je me suis permis d'écrire une lettre au président pour raconter les faits. Ce fameux délégué s'est montré particulièrement odieux, avec un blessé psychique de mon ancien régiment. J'ai recueilli sa déclaration en présence de 2 témoins du régiment en ma qualité de vice-président délégué de l'amicale. J'ai rédigé une lettre au nouveau président pour lui rapporter l'entretien. À ce jour, il n'y a pas eu de réponse. Alors, comment ça se passe après? En fait, il y a une aggravation des relations avec le siège. J'imagine que ça ne va pas en s'améliorant. Oui, bien sûr, il y a une aggravation des relations avec le siège. Ça continue, puisque le nouveau président, au lieu de calmer et de ramener à la raison les membres du conseil d'administration, a ressorti les lettres confidentielles de son prédécesseur et les a envoyées aux 33 auteurs cités supra.
en joignant la liste des 33 blessés à chaque destinataire. Dans son courrier, il fait remarquer que nous portons atteinte à l'association. En clair, il détourne la vérité. Nous avons mis en exergue la dérive de certains administrateurs qui portent atteinte, eux, au bon renom de cette admirable association et qui détournent l'esprit de la mission première définie par les créateurs. Alors évidemment, quand on est blessé, on est un peu susceptible, on a quelques petits problèmes. Donc à la découverte de leur nom sur cette liste, tous ont été choqués, y compris moi-même, de voir qu'on divulguait leur état de blessé, et en particulier les blessés psychiques. Car pour certains, avoir cette blessure est une honte et le vivent très mal. À ma connaissance, 2 blessés déjà ont consulté leur psychiatre. Donc ils ont été traumatisés. Cette liste a malheureusement été envoyée à des personnes non concernées, dont l'une l'a renvoyée au président. Je pense que divulguer une liste de blessés est une faute au regard de la confidentialité médicale. On a bien compris les anomalies qui se situent au sein des gueules cassées. Comment vous pouvez dresser une conclusion ? La conclusion est très simple. Le changement de la gouvernance s'est fait dans la plus grande opacité. On part tous du principe ici que rien à attendre de ces administrateurs qui agissent sournoisement envers les auteurs de courriers, à l'instar du délégué départemental, appuyé par son délégué régional, que, je répète, nous ne voulions pas. Ceci n'engage que moi, mais selon l'expression du délégué départemental rapportée dans ma lettre au président, le ménage est commencé et les adhérents vont être virés du soldat au colonel, dont je suis. Pour terminer, la lettre de renouvellement du mandat de l'ancien président met bien en lumière son impossibilité de tenir sa fonction depuis 2 années. L'ancien président nous a envoyé une lettre en expliquant que depuis 2 ans, il était complètement confiné dans son bureau, on lui parlait pratiquement peu, il ne voulait plus rien faire. C'est quand même grave à ce niveau-là. J'ai rédigé 2 lettres, parce que moi j'écris. J'ai rédigé 2 lettres au président en exercice. La première concerne son manque de correction quand il ne m'a pas répondu, ignorant le séisme provoqué par son délégué. La deuxième sur l'impact négatif sur les blessés psychiques, qui vivent leurs blessures comme une honte, à la découverte de leur nom sur une liste. Voilà où on en est aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie pour votre témoignage, en fait, mon colonel. Je vous en prie. Merci de nous avoir suivis chaleureusement sur ce reportage consacré aux gueules cassées. Et je vous donne rendez-vous à présent pour un prochain épisode des volets de la sécurité. Merci, à bientôt, au revoir. On juge les hommes par leurs décisions, leurs actes et leurs actions. Après 4 mois d'investigation, ce reportage dévoile les vérités cachées et les défis rencontrés par les adhérents des gueules cassées et de l'Union des blessés de la face et de la tête. Le cycle de l'information a été rigoureusement suivi, de la collecte des témoignages poignants et des récits authentiques ainsi que l'analyse minutieuse des données. Chaque étape a été marquée par des rencontres et des échanges approfondis, permettant de mettre en lumière les efforts de ceux qui cherchent à rétablir la transparence et l'intégrité au sein de leur association. Ce processus a permis de révéler les dérives et les espoirs de ces lanceurs d'alerte. Sourire quand même.